Alors, y a-t-il enfin un modèle économique derrière les podcasts que nous adorons? On va en parler avec Katia Sanoro, directrice générale associée de Louis Média, qui est un studio de production de podcasts narratifs indépendants. Il a été créé il y a 3 ans par 2 journalistes, en l'occurrence Charlotte Pudlowski et Mélissa Bounois. Avec nous également Pénélope Boeuf, podcasteuse, fondatrice du studio de narration La Toile sur écoute. Alors, pour se faire une idée de vos productions, on va tout de suite les écouter. Un extrait. Salut les arnaqueurs, c'est Penny. Ça s'écrit plus ou moins comme un pénis, mais sans... Dans ce 11e et avant-dernier épisode de la saison 9 de l'arnaque sur le thème de mes dates foirées, je vais vous spoiler direct et je vais vous dire que j'ai foiré une date à cause d'un challenge que j'avais lancé. Et c'était il y a 2 semaines, je me baladais au jardin du Luxembourg parce que j'avais pas envie de travailler et je savais pas quoi faire d'autre. Alors j'ai fait demi-tour pour rentrer chez moi et là, comme si ça tombait du ciel, un type, il s'est approché, comme dans les films, et il m'a dit « Est-ce que je peux vous proposer d'aller boire un verre ?» Vous avez une chance incroyable parce que moi j'ai écouté quelques épisodes de l'arnaque où vous faites de très belles rencontres régulièrement. Oui, je force un peu la rencontre, je crée l'opportunité pour qu'il m'arrive un peu des choses extraordinaires. Bon, alors on est là pour parler du business derrière vos podcasts. On va commencer ensemble, Katia Sanero. J'imagine que vous avez des chiffres déjà à nous communiquer. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui le podcast en France? En termes d'écoute, d'abonnés? Alors, le podcast aujourd'hui, déjà on distingue 2 types de podcasts. Le podcast de replay, qui est plutôt un replay d'émissions de radio. Pour les médias. Le podcast, voilà, narratif. C'est ce qu'on fait nous aujourd'hui. Ce sont des émissions qui sont vraiment créées sur mesure pour cette écoute audio digitale. C'est un marché en plein essor. Nous, chez Louis Média, en fonction des mois, on enregistre jusqu'à 900 000 écoutes, près d'1 million. Mais surtout, la spécificité du podcast natif, c'est cet engagement qu'on ne retrouve pas sur le reste des médias aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, sur certaines de nos émissions, comme Passage, Émotion, le Book Club, on a des taux d'écoute supérieurs à 80-90%. Et on reçoit à chaque émission des témoignages, des messages. Véritablement, il y a un engagement des auditeurs, peut-être parce qu'ils écoutent directement au creux de l'oreille ou en tout cas dans une relation très personnelle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour un média, c'est vraiment le Comment sont mesurées les écoutes? Parce que pour un média, on connaît, on a médiamétrie. Pour vous, comment ça se passe sur les podcasts natifs? Médiamétrie existe. Nous, on est très nombreux à avoir rejoint l'ACPM, également Pénélope. L'ACPM aujourd'hui certifie l'ensemble de nos écoutes, l'ensemble de nos émissions, et on a chaque mois un barème par Donc ça commence studio. À structurer. Exactement. On peut plus mentir facilement sur ses audiences. Et non. Alors, est-ce qu'on a vu les chiffres baisser à cette occasion? Alors les chiffres varient forcément en fonction des mois, puisque chaque mois, une émission n'a pas le même nombre d'épisodes. Également, il y a une logique de volumétrie. Plus on a un grand nombre de petits épisodes, plus on va avoir un nombre d'écoutes important. Nous, on fait beaucoup d'épisodes très longs, supérieurs parfois à 30-40 minutes, parce qu'on fait du narratif. Donc voilà, on n'est pas, nous, dans une course à la performance, parce qu'on fait vraiment des podcasts qu'on souhaite les plus qualitatifs et les plus exigeants possibles. Mais en tout cas, ça permet de mesurer le marché avec une pluralité d'acteurs qui sont représentés. Alors, Pénélope Boeuf, parlez-nous, vous, de vos audiences, vos fidèles, vos abonnés. Alors moi, donc, j'ai lancé mon studio en fin 2018. Aujourd'hui, j'ai 8 chaînes de podcasts. J'en sors 5 nouvelles là dans les prochaines semaines. J'ai cumulé plus de 5 millions d'écoutes. Moi, j'ai été jusqu'à il y a une semaine seule. On va être 5, une équipe de 5 à la rentrée. D'accord. C'est en train de se structurer aussi au sein de mes. Alors, de mon 5, studio. ça veut dire 5 des salariés? Vous montez votre structure? Vous allez être la patronne? Moi, je suis déjà ma patronne. Bien sûr. Mais la patronne des 4 autres? Et la patronne des 4 autres, ouais, j'ai un CDI et 3 alternants. 2 alternants et un stagiaire. D'accord. Donc ça veut dire qu'au-delà, parce que vous parlez de production de qualité, au-delà des coûts de production, il y a aussi des coûts d'une entreprise classique. D'où ma question, est-ce que derrière, il y a un business model qui permet de financer ces podcasts? Ou une rentabilité, ça doit être ça la question. Ou plusieurs business models, oui. Alors, je dirais qu'il y a une pluralité aujourd'hui du modèle. Il est en train véritablement de s'établir et on est dans des années assez cruciales pour le podcast natif, puisqu'on est dans des années où on a de plus en plus d'auditeurs, mais on a aussi besoin, par rapport à nos partenaires, plateformes, marques, de structurer l'ensemble des relations.
Sur nos podcasts sous la marque Louis Média, aujourd'hui on en produit 9, on a un modèle publicitaire qu'on appelle le sponsoring, puisqu'à la différence des autres publicités, c'est un message qu'on écrit véritablement sur mesure pour chaque partenaire qui va vouloir soutenir le programme. Donc il est dans la voix de Louis Média et il a une vraie logique d'endorsement. Et ça nous permet de garder sur le marché du podcast une publicité qui est ultra qualitative. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on partage avec l'ensemble des Parce qu'il faut qu'elle soit tolérée, cette publicité. Et ne pas rompre ce contrat en fait de confiance qu'il y a entre l'auditeur et le producteur et le podcasteur qui va parler, puisqu'on parlait de cet engagement qui est très précieux. Je pense que c'est notre rôle avant tout de maintenir cette confiance et cette promesse. Alors, j'ai regardé sur votre chaîne, on peut évidemment s'abonner, mais on peut aussi passer par un mode gratuit avec publicité. Vous avez la même démarche par rapport aux annonceurs ? Alors moi, toutes mes chaînes sont gratuites. Oui, avec Apple, j'ai mis en place un abonnement payant. C'est ça. Parce que c'est une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée là cet été. Exactement. Je voulais tester le modèle. Alors moi, tous mes contenus restent gratuits, mais sans publicité. C'est payant. Je crois que je l'ai mis à 1,49 €, quelque chose comme ça. Ouais. Ça fait 3 mois à peu près, 3 mois que c'est lancé. Écoutez, j'ai un abonné. Ok, super. Je me félicite, il n'y a pas de petite victoire. Non, c'est un modèle auquel je crois, mais pas sous cette forme-là, dans le sens où aujourd'hui, Apple propose de payer pour chaque podcast ou chaque groupe de podcasts, donc Louis Média ou La Toile sur Écoute ou d'autres. Mais sauf que je trouve que ça fait beaucoup pour un auditeur de payer 2 €, 2 €, 2 €, 2 €. Pourquoi ne pas faire payer plutôt 2 € pour tous les podcasts d'Apple, ce que fait d'autres plateformes comme Spotify ou Deezer. Ça posera la question du reversement aussi. Parce que, bon, on en parle beaucoup dans la musique, de la question de rémunération des artistes, mais finalement, vous avez la même problématique. C'est les mêmes plateformes qui vous diffusent et qui captent une partie des revenus. Oui, et c'est la vraie question. Moi, c'est la question que je me pose, c'est pourquoi aujourd'hui est-ce que ces plateformes-là nous rémunèrent pas ? Parce que moi, j'estime qu'un podcasteur, c'est un journaliste, un dénicheur, un défricheur, quelqu'un qui écrit, c'est une voix, c'est un artiste. Ouais. Et donc, finalement, on est exactement, on a la même fibre artistique qu'un chanteur ou autre. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas rémunéré ? Pourquoi est-ce qu'on doit faire payer l'auditeur plutôt que rémunérer l'artiste ? Il n'y a pas d'aide à la création non plus pour les podcasteurs. Exactement. À l'heure actuelle, le podcast, qui est à la fois un média, puisqu'il transmet une information, nous on fait beaucoup de documentaires journalistiques par exemple, mais c'est aussi finalement un objet créatif qui peut s'apparenter au marché de l'audiovisuel. On est vraiment un média hybride, je dirais, entre les deux, vraiment nouvelle génération. Il est reconnu nulle part, il n'existe pas encore. Donc on ne bénéficie à l'heure actuelle ni des aides à la création côté média, ni des aides à la création que peuvent avoir des studios de production audiovisuelle. Il y a quand même des droits d'auteur, non, j'imagine. Vous participez... Alors nous, en tant que producteurs, on respecte évidemment le droit d'auteur. Oui. On a signé récemment, en début d'année, avec la SCAM, qui redistribue le droit d'auteur sur la distribution des podcasts. On travaille également avec la SACEM, avec la SACD. C'est évidemment parmi nos priorités de continuer à structurer ce marché. Mais voilà, on a encore des chantiers à faire. On a parlé des plateformes, on a parlé des différentes aides qui pourraient aider la création et surtout la création de podcasts français originaux dans l'ADN culturel française. Parce qu'avoir de la traduction de podcasts américains, ça peut être facile, mais pour faire ce que fait Pénélope ou ce qu'on fait nous ou ce que font d'autres, il faut nous aider. Derrière, on a des journalistes, derrière, on a des auteurs. Et aujourd'hui, on a de la publicité, on travaille avec des marques pour développer leurs propres podcasts, pour essayer de financer tout ça. C'est un modèle qui se cherche encore, mais qui a de beaux jours devant lui. Parce que je pense qu'on se rend pas compte. Comment vous vous en sortez financièrement Financièrement, écoutez, je m'en sors plutôt pas mal. Parce que en modèle de revenu, il y a en effet ce sponsoring dont Katia parlait. Il y a aussi les podcasts de marque. Donc sponsoring, c'est ce qu'on appelle la publicité traditionnelle finalement. La publicité personnalisée pour la marque, où vous targetez une cible bien particulière, etc. Que vous intégrez dans vos épisodes ou vous parlez vraiment de production en marque blanche ? Alors, c'est deux différentes. Il y a les sponsoring qui sont des spots audio qu'on insère en début et ou en fin d'épisode, et qui sont des spots personnalisés. Vous pouvez faire aussi du placement de produits, ça on a encore très peu à le faire. C'est-à-dire qu'au sein de l'épisode, vous parlez insidieusement, entre guillemets, d'un produit. Comme sur YouTube, mais il faut le déclarer en fait, c'est ça ? Faut le déclarer, oui. En tout cas, les règles... Ah bah oui, tout comme les influenceurs qui aujourd'hui doivent dire partenariat rémunéré, donc voilà. Ensuite, il y a les podcasts de marque, donc c'est en effet en marque blanche.
qui aujourd'hui, moi, c'est clairement ce qui me finance. Ensuite, vous pouvez vendre en exclusivité des programmes à des plateformes, à Apple, à Spotify, à Deezer, en exclusivité. Et ça, ils sont demandeurs? Ah oui, ils ont besoin de contenus originaux. Ouais. Après, moi, je fais de la formation au podcast, à des agences ou à des entreprises pour faire des team building. Et après, moi, je recommande vivement de se diversifier. Ouais, il faut être super actif. Vous avez aussi une newsletter, vous êtes très très assidu sur Instagram. Oui, alors c'est Instagram. En fait, tous les réseaux sociaux, il faut se diversifier. Je pense que plus on se diversifie, plus on touche aussi une autre cible, on les fait venir sur nos podcasts. Et c'est comme ça qu'on va réussir à trouver en fait plusieurs modèles. Aujourd'hui, les grands puissants sur les podcasts, finalement, ceux qui s'en sortent le mieux, est-ce que ce sont les studios de production narratifs comme Louis Média ou les médias traditionnels, justement, qui, finalement, eux, sont sur le podcast depuis très longtemps, depuis plus de 15 ans, et qui s'en servent comme leur replay? Alors je dirais qu'eux, ils ont une chance, c'est que finalement, ils peuvent développer du podcast et ces coûts sont absorbés dans leur masse salariale, dans leurs coûts. Ils peuvent prendre des risques sur des nouveaux programmes, mais je dirais que c'est plus facile pour eux. Et d'ailleurs, c'est un peu étonnant qu'ils ne soient pas plus nombreux à l'heure actuelle. Surtout quand on voit que l'audience des podcasts natifs, elle est plus jeune, elle est plus SP+. Dans notre cas, elle est très féminine, mais voilà, en tout cas, elle est vraiment précieuse. C'est l'avenir des médias, selon nous. Donc c'est étonnant qu'ils ne soient pas plus nombreux, donc je dirais que ça a laissé une place pour des nouveaux médias indépendants dont on fait partie, qui ont envie de donner aussi la parole à des nouvelles voix qu'on ne retrouve pas sur les médias ou les grandes radios traditionnelles. Donc on essaye d'être dans cette diversité-là. C'est aussi pour ça, je pense que les studios sont assez dynamiques. En tout cas, ils sont portés aujourd'hui par des nouvelles générations qui ont envie d'apporter quelque chose de différent, de nouveau et qualitatif. Alors, Pénélope Boeuf parlait de l'importance de se diversifier. Moi, j'ai noté que vous passiez à l'adaptation en livre, en fait, de certaines émissions. C'est-à-dire, vous revenez aux médias papier après le podcast. Alors on croit beaucoup au papier, c'est pas parce qu'on fait du digital ou de l'audio, mais c'est très complémentaire comme approche le livre et finalement le podcast, puisque quand on va dans une librairie, on choisit un ouvrage, on regarde la 4e de couverture, on le prend, on ouvre parfois la première page, et un podcast c'est assez similaire. On va sur une plateforme, on regarde les illustrations, la couverture, on regarde parfois le descriptif, et puis on lance. Il y a une démarche qui est très active. Et donc nous, on a remarqué que nos auditeurs étaient très consommateurs de produits culturels. Donc naturellement, on a été approché par des maisons d'édition. On a choisi de développer, cette année on lance 3 ouvrages. On a lancé au printemps un premier ouvrage issu du podcast Émotion qui vient vraiment compléter cette œuvre. Donc elle est enrichie d'illustrations, d'encadrés. Elle est coéditée avec les éditions des Arènes. Et on a 2 nouveaux lancements sur ce second semestre, notamment autour du podcast Ou peut-être une nuit de Charlotte Pudlowski, qui est un des grands succès de l'année dernière, qui sera publié fin septembre chez Grasset. Et puis un ouvrage un peu différent qui sortira mi-octobre, décliné du podcast Le Book Club, mais qui est différent. L'objectif visé, c'est quoi? C'est d'accroître la notoriété finalement de la marque Louis Média ou de la marque de chaque chaîne de podcast, ou c'est vraiment un business model avec des revenus? Parce que l'édition, c'est pas non plus ce qu'on a trouvé de plus rémunérateur. Alors, il y a une multitude de diversifications possibles. L'édition en est une. On travaille aussi sur des événements, sur des adaptations audiovisuelles. Je dirais que pour nous, on vise que chaque programme qu'on sort, qu'on voit comme une œuvre à part entière, trouve un équilibre nécessaire à son développement pour l'avenir. Donc évidemment, certains programmes vont avoir plus ou moins de publicité. D'autres vont trouver leur modèle dans des événements via un modèle peut-être de podcast payant, ou alors via des collections d'ouvrages, voire peut-être demain être adapté sur une plateforme comme Netflix ou Amazon. Mais je crois surtout aussi que les studios dont on fait partie sont en fait des médias. Et donc à partir du moment où on est un média, on se diversifie sur tous les supports. C'est aussi la raison pour laquelle on se diversifie en print. Et cette arrivée de l'abonnement payant, vous avez dit là pour l'instant, c'est vrai que c'est récent, hein, c'est mi-juin en France. Vous pensez que ça, c'est une voie qui pourrait donner un petit peu de viabilité au modèle ?
Nous, on croit beaucoup à la capacité des auditeurs à financer un podcast de qualité et un podcast unique. Donc, on est également allé tester chez Apple Podcast. On a fait le choix d'arriver avec un podcast nouveau qui est une exclusivité pour Apple Podcast qui s'appelle En écriture. Qui donne en fait des astuces pour ceux qui veulent se lancer dans l'écriture. Exactement, c'est véritablement des masterclass par les plus grands auteurs, scénaristes de Woodkid à Fanny Herrero. Donc vraiment un contenu très qualitatif, assez unique. C'est présenté par Agathe Le Taillandier. Et l'idée de ce podcast-là, c'est que finalement, on sait que c'est pas un podcast grand public. L'écriture, ça peut toucher tout le monde. Mais alors on a vu que pendant le confinement, oui, ça s'était quand même pas mal développé. Exactement. Donc c'est une piste pour vous, mais pour l'instant, ça reste une piste à explorer. Bon, c'est encore un peu tôt pour dire si ça peut fonctionner. Pénélope, vous avez aussi publié un livre. Oui. De quels outils a-t-on besoin pour concevoir et mettre en ligne, en fait, si on se lance dans le podcast? Ouais, créer son podcast pour les nuls aux éditions First. Ouais. Alors, on a besoin de combien déjà pour démarrer? Ah, cette question, elle est compliquée parce que oui, non, mais je comprends. Ça dépend. On veut faire quoi comme podcast? Est-ce qu'on veut faire un petit podcast dans sa chambre? Est-ce qu'on veut faire un podcast quali avec du sound design? Je peux pas. En fait, on peut commencer avec zéro, comme tout. On peut commencer. Moi, je pense qu'on peut commencer tout ce qu'on veut avec zéro. Et après, on monte en grade en fonction de la qualité qu'on veut donner au podcast. Mais clairement, on peut. J'ai pas du tout envie de dire ça haut et fort ici, mais on peut commencer avec son dictaphone de téléphone. Je sais, c'est une hérésie de dire un truc pareil, mais en fait, si ça peut nous aider à développer un podcast et soi-même, je pense qu'on va se dire après, c'est pas quali, je vais investir quelques centaines d'euros dans un micro et dans un enregistreur. Et tiens, je vais peut-être payer un ingé son parce que c'est pas mon métier. Et l'étape d'après, vous allez voir par exemple un studio. Exactement. Trouver un producteur. Est-ce que tu peux m'aider à me produire ou à me super diffuser ou voilà. Donc, si on veut commencer à se lancer dans un podcast, on peut. Faisons-le avec nos propres moyens et puis on va naturellement monter en grade. Bon, merci beaucoup à toutes les deux pour vos éclairages sur ce modèle économique qui commence à prendre forme. On parle de structuration finalement du marché des podcasts en ce moment. Merci Katia Sanero de Louis Média et Pénélope Boeuf de La Toile sur Écoute. Et voilà, c'était la rediffusion de notre sujet sur le business model des podcasts. On reprend le cours de Smart Tech en direct juste après la pause. On va surtout prendre des nouvelles du cybercrime.